Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous recevons Bruno Le Maire. Alors Bruno Le Maire n'est pas le ministre des Finances, parce que Le Maire. Alors que vous êtes Bruno Le Maire en un seul. L'article est collé. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Ah oui, ça nous avons choisi quant à nous. Alors pourquoi nous vous invitons? Avant de vous présenter, je voudrais dire un tout petit mot du livre de Bruno Le Maire. Ce que tout politique doit connaître en économie pour redresser la France. Donc, alors, les choses sont dites. Il s'agit de redresser. Il s'agit de redresser, et la tâche n'est pas mince. Non. Alors, Bruno Le Maire, vous êtes de formation mathématique et docteur en sciences économiques. Vous avez été doyen associé à HEC. Tout à fait, oui. Et j'ai bien connu vos étudiants. Parce que moi, je les préparais à HEC. Et vous avez fait partie en 1980 de la commission économique du Parti socialiste, puis vous avez été conseiller économique de Marine Le Pen entre 2011 et 2014. Depuis, les choses, vous avez repris, ont changé. Alors, vous avez fait une introduction qui est très intéressante. Parce que, si vous me permettez le terme, c'est un peu une confession. Oui, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Parce que j'avais écrit des livres de management, on va dire de gestion si on voulait parler français, mais non, c'est plutôt du management, c'est la gestion des hommes. Pour moi, c'est ça le management. J'avais écrit ça, et sans comprendre finalement que le point important, c'était le point des frontières, le point des nations, le point des peuples. Pour moi, je l'ai dit dans l'introduction, je pense que construire une économie transversale, indépendamment des frontières, c'était mon rêve il y a 30 ans. Et je m'aperçois maintenant que c'était un cauchemar. Un cauchemar, voilà. L'économie transversale, ça passe par la théorie de Ricardo, la division internationale du travail. Comment elle a évolué cette... Oui, mais en fait, ça avait un sens, ce brave David Ricardo. Oui, au 18e, 19e. Parce que les peuples ne bougeaient pas, les marchandises bougeaient, mais ni les peuples, ni les investissements. Et je dis dans ma préface, ce qui était bon pour General Motors il y a 50 ans était bon pour les États-Unis. Maintenant, ce qui est bon pour Apple, c'est bon pour Apple. Et la notion même de frontière n'existe plus pour la plupart des grandes entreprises. Et c'est pour ça que faire appel au nationalisme des grandes entreprises n'a pas de sens. Il faut essayer de les forcer à respecter les nations, mais ils ne le font pas tout seuls. Ils ne le font jamais, ils le feront jamais. Ils font pas, non. Parce que c'est leur intérêt propre qui prime. Bah oui, c'est ça. Alors qu'on pouvait imaginer que du temps des fondements de Renault ou de Citroën, ils avaient encore une fierté nationale. Maintenant, sûrement. Comment est-ce qu'on a pu choisir le client roi au détriment du citoyen chômeur ? Je vois que vous avez bien lu mon livre et je vous en remercie. Mais j'ai enseigné, moi, il y a 20 ans, encore, j'avais parlé de l'intérêt du nomadisme. J'avais rien compris, c'est la dynamique du provisoire. Je croyais que la dynamique du provisoire était plus importante que tout. Et c'est dramatique, je n'avais pas compris la notion de racine. Alors, la seule chose que j'ai trouvé vraiment qui m'a transformé quand j'étais au Front National, c'est que j'ai rencontré des vrais gens. C'était avant 2012-2013. Après, j'en avais moins de vrais gens. Mais c'est des gens qui étaient enracinés, qui voulaient rester enracinés et qui voyaient ce qui se passait. Donc, c'est une approche économique, mais c'est peut-être aussi une approche philosophique dans mon introduction, j'ai livré un peu mon cœur, effectivement, une confession. Oui, permettez-moi de vous citer. Je faisais l'impasse sur ce qui aurait dû être le fondement de mes réflexions, dites-vous, à savoir la condition humaine et une de ses caractéristiques fondamentales, son besoin d'identité et de reconnaissance. Comment vous avez pu oublier l'essentiel alors ? Parce que j'étais, je le dis aussi, j'étais un intello. J'avais des étudiants à HEC qui se fichaient royalement. Le tiers de la promotion allait devenir consultant et un autre tiers peut-être faire du trading. Et le tout hors de France. Bien sûr. Souvent, oui. Il fallait... Moi, heureusement, quand je suis allé aux États-Unis, je parlais mal anglais, je ne parle pas très bien,
Je suis resté quelques mois à Harvard. Et la fibre, ça n'a pas pris. Et je suis devenu même marxiste à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai eu Marx à ce moment-là. Parce que j'ai vu la misère des ouvriers, des ouvriers américains, mais aussi leur désir de travailler. Le gars qui me vendait des salades, il pensait que son père ou son grand-père, ou son fils et son petit-fils pouvaient devenir président. C'est vous? Ouais. Du coup, j'ai été un peu emballé par les États-Unis, par cet esprit pionnier. Et puis donc je suis resté dans ce nuage longtemps. Vous avez raison, il y avait dans la presse, à l'époque de l'Obamacare, ils avaient interviewé un vieux noir américain, afro-américain, qui balayait les couloirs de Kennedy Airport. Et il lui demande, mais vous êtes pour l'Obamacare? Non, je ne suis pas pour, parce que si je deviens riche, il avait 60 ans, si je deviens riche, je ne veux pas payer pour les autres. Ça, c'est peut-être le mauvais côté de l'American Dream. Oui, tout à fait. Non, mais je suis revenu sur mon idéal américain a disparu, mais ça m'a... Je veux essayer de comprendre pourquoi j'ai changé. Au contact, effectivement, des vrais gens du Front National que je rencontrais en tant que militant. Après, je me suis éloigné aussi. Et puis, en voyant le désastre de la désindustrialisation française, c'est épouvantable, épouvantable. Vous écrivez, et c'est un mot souvent que les économistes évitent, le Great Reset des dirigeants de Davos. En quoi il est encore évitable, ce Great Reset? Je crois au bon sens des gens si ils ont les informations. C'est-à-dire que ce Great Reset, alors je ne suis absolument pas complotiste, puisque tout est sur la table, en fait. Il suffit de regarder. Mais pour différentes raisons, peut-être justement en jouant trop sur l'économie et pas assez sur les problèmes de civilisation. Moi, au début, on parlait de... Bon, il y a certains... On parle de certains candidats à la présidence qui disent que l'économie est seconde, et j'en ai parlé aussi avec Martial Bild. Le problème de civilisation est plus important encore que le problème d'économie. Et on peut acheter, je dis dans ce livre, qu'on fabrique de la monnaie au lieu de fabriquer du travail, et donc on donne un peu une rente universelle à laquelle j'ai cru à la rente universelle, mais c'est très mauvais. Je pense que c'est par le travail reconnu. Alors voilà, ce qui m'a fait changer, j'y reviens, sont les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Le premier choc, c'était avec le Front National en 2012-2013, mais le choc de ces braves gens, je suis allé 2-3 fois avec eux sur les ronds-points au début. Ils réclamaient un travail digne. Ils voulaient vivre dignement de leur travail. Et ça, bon, il y a 3-4 ans que ce livre traînait dans ma tête. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et c'est là, peut-être que j'ai commencé ma conversion comme Saint Paul. Mais ces gilets jaunes, ils demandent en effet à vivre dignement de leur travail. Voilà. Mais quand vous proposez, vous, un revenu minimum de dignité... J'avais tort. C'est ce qu'on appelle le revenu universel qu'on donnerait comme disait M. Schwab, à tous ceux pour qui il n'y aura pas de travail. Oui. J'avais tort, c'est ce que je pensais, moi, quand j'étais chez IBM en 95, j'avais pensé à ça parce que j'avais l'impression qu'il n'y aurait plus jamais assez de travail pour tout le monde. C'est l'impression qui domine, malgré tout, on a l'impression qu'il Et je pense, au niveau, on parle beaucoup du numérique, c'est sûr qu'on ne va pas tous devenir ingénieurs, informaticiens, mais il y a tant de besoins interpersonnels. Évidemment, la productivité, elle ne viendra pas de là. Non. Mais un travail digne, quand je vois j'étais malade de temps en temps, quand je vois le boulot des aides-soignants, entre une aide-soignante qui aime son travail et l'autre qui la déteste, il y a une différence. Il n'y a pas une différence grande en rémunération, mais il y a une différence. Moi, je pense qu'il faut essayer de montrer, de chercher le travail qui peut être digne et utile. Or, actuellement, le travail n'est plus digne et n'est plus utile, puisqu'on vous dit, de toute façon, avec l'intelligence artificielle, alors même si les gens ne comprennent pas ce que c'est... Vous allez tous sauter. Voilà, on va tout faire sauter. Non, mais c'est un travail de Romain.
sortir du Great Reset, sortir du grand déclassement. Hein, du nouvel ordre mondial. J'ai eu la malchance de croiser Attali il y a 40 ans, quand j'étais au PS. Il ne m'avait pas fait bonne impression, il me fait encore moins bonne impression maintenant, mais c'est le syndrome même, c'est le symbole même du nouvel ordre mondial. Oui. Il y a effectivement les élites et puis des cacahuètes pour les autres. Et je n'avais pas compris, pour mon revenu minimum de dignité, je n'avais pas compris ça. Je croyais qu'il fallait donner un peu d'argent à tout le monde pour que personne ne se sente assisté. Après, tout le reste, c'était en fonction du travail qu'il ferait. Je crois que c'est une erreur. Alors, à mon âge, on peut me permettre quelques erreurs. Si vous voulez bien, on va essayer de parcourir l'ensemble du bouquin. Alors, il y a 5 grands thèmes. Hein. Le protectionnisme et libre-échange, là-dessus, vous avez des choses à dire très intéressantes. Alors, il y a tout ce qui est comptabilité nationale et financière, c'est le chapitre le plus difficile. Oui, hein, ça, celui-là, il est pour les initiés. C'est le chapitre que je voulais écrire parce qu'il y a tellement de choses qui m'énervent, mais c'est pas... On peut s'en passer. Mais attention, c'est du solide. Hein. Ça vous crédibilise quand même. Oui, hein. Attention. Bon, troisième, banque et monnaie. Alors là-dessus, il y a des choses tout à fait passionnantes. Et vous citez d'ailleurs un certain nombre de nos invités à ce plateau. On entend Jacques Sapir, Olivier Delamarche, Charles Sana, Pierre Jovanovic. Charles Sana, il est fin. Il est très bon. Il est très bon. J'aime bien son humour. Banque et monnaie. Donc il faudra. D'ailleurs, je crois qu'à un moment, vous dites mais la mère de toutes les batailles, c'est la politique monétaire. Ouais. Bon, au niveau économique. Bien sûr. Et justement, qu'est-ce que vaut une monnaie? Qu'est-ce que vaut notre monnaie? Qu'est-ce que vaut ce que nous avons dans notre poche? Et puis, bien sûr, le rôle économique de l'État. Voilà. Alors, on va faire une petite pause, et puis on va commencer sur protectionnisme et libre-échange, n'est-ce pas, Pierre? Très bien. Très bien. Bruno Le Maire, commençons donc votre ouvrage. Vous commencez par le protectionnisme. Vous dites que ce concept est jugé stupide par la plupart des économistes. Néanmoins, en 2020, le sondage Opinionway révélait que 60% des Français préféraient le protectionnisme au libre-échange. Alors vous avez, vous, un concept. Est-ce que vous pouvez nous parler du concept d'échange inégal? Oui. Cet échange inégal a longtemps été trouvé uniquement par les altermondialistes pour les économies dites en voie de développement ou sous-développées. On a essayé de dire que finalement le sous-développement des pays africains était dû à la surexploitation des pays oui, c'était la thèse de François Fanon. Bon, moi, je pense que l'échange inégal a toujours existé et hélas, c'est souvent le fort qui profite de cela. Mais pour moi, l'échange inégal se fait déjà entre les pays presque de même notoriété, entre la Chine et la France, même entre... Ah bah c'est pas la même notoriété entre la Chine et la France. Maintenant, c'est devenu, comment dire, on ne peut plus dire que la Chine est en voie de développement. Maintenant, elle a atteint un niveau tel... émergent. Enfin, les salariés n'ont pas le même niveau de vie, ils n'ont pas les mêmes normes il y a 300 millions de Chinois, merci de me provoquer, qui vivent bien. Il y a 300 millions de Chinois qui vivent bien et les autres, c'est la misère la plus atroce. 1 million de milliardaires. Voilà, tout à fait. Non, l'échange inégal, on peut déjà commencer... par le protectionnisme dès lorsque l'Angleterre et les États-Unis étaient en guerre, ou lorsque le sud et le nord des États-Unis étaient en guerre. Chacun avait ses débits, si on peut dire. En France, en Allemagne, chacun a des particularités. Il se trouve, on ne va peut-être pas en reparler, mais il se trouve qu'avec l'euro, l'Allemagne a beaucoup moins... la production industrielle de l'Allemagne a beaucoup moins baissé que celle de la France. Pourquoi? Eh bien parce que on sait que les Allemands fabriquent des machines-outils dont le monde entier a besoin, alors que nous, on avait
disons, des biens qui étaient considérés comme moins importants pour le développement. Et surtout, on a perdu notre savoir-faire en industrie. Alors, revenons maintenant à cet échange inégal. L'échange inégal, c'est quand on croit encore aux thèses de Ricardo. C'est ça. Que les deux parties sont gagnantes. Voilà, les deux parties sont gagnantes. L'Angleterre du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle faisait la laine et du vin, le Portugal aussi. Et en fait, l'Angleterre avait plus intérêt à faire de la laine, même s'il avait pu faire du vin, parce que les avantages comparatifs étaient supérieurs. Avantages relatifs. Voilà, relatifs. Mais en fait, lorsque les chaînes de valeur, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de General Motors, quand les chaînes de valeur, par exemple pour Apple, hein, pour l'iPhone Apple, les circuits imprimés sont faits à Taïwan, l'emballage se fait en Chine, et c'est comment on peut dire, le marketing qui est fait par Apple en Californie. Donc la chaîne de valeur, pour Apple, ce qui compte, c'est qu'ils aient une capitalisation de 1000 milliards et que son PDG fasse 50 milliards. Il se fiche bien de savoir où est créé le profit, où est créé le véritable profit. Il le met éventuellement en Irlande et puis il s'arrange comme ça. Donc c'est cette chaîne de valeur qu'il faut démanteler. Alors, de grands économistes au 19e ou au 20e siècle ont dit rien ne vaut le libre-échange. Et on s'aperçoit que c'est une erreur. Pourquoi j'ai commencé le livre par le protectionnisme? Parce que trop souvent, on dit, finalement, ce qui compte pour un pays, c'est le PIB. Alors, oui, vous remettez en cause le PIB. Oui. Et vous insistez sur un point très particulier qui est assez spécifique de votre pensée, si je puis dire, qu'on ne trouve pas chez les autres économistes, le déficit commercial, le déficit extérieur. Vous accordez beaucoup de pages à ça. Oui, tout à fait. Parce que pour moi, c'est le déficit commercial qui fait que la France, non seulement a perdu son rôle de 5e ou 6e, 7e pays, mais on dépend des autres. On dépend des autres maintenant pour les médicaments. On s'aperçoit que même pour les automobiles, on a des produits qu'on n'arrive plus à fournir. On est devenu dépendant des autres. Comment il est survenu ce déficit commercial en France ? Il commence à la fin des années 90, n'est-ce pas, c'est ça? Il y a des jolis plans que vous montrerez peut-être. Oui, on va les montrer. En 2003, jusqu'en 2003, on était excédentaire. Voilà, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui a fait Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Bon, je ne veux pas être considéré comme europhobe. Il y a deux choses. Il y a l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001. Voilà, vous le dites. Et l'euro en 2001. Alors, l'euro en 2002. Et sans doute, 1er janvier 2002. Et l'OMC, c'est de 2001, je crois. Oui. Et on n'a pas compris que finalement, on pensait blouser l'Allemagne. En fait, l'Allemagne s'en est fort bien tirée. Et on faisait avant des évaluations. Bon, on peut dire, ah oui, notre monnaie était moins forte, mais sauf que le niveau de vie était excellent. On était en train de rattraper l'Allemagne et ça a été la catastrophe. Alors, cette dépendance, après tout, au début, je me suis dit, le déficit commercial, après tout, si on nous offre les biens, si on ne produit pas, mais on reçoit les biens sans travailler, c'est très bien. Sauf que ce déficit de 30 milliards par an, et qu'on voit un peu dans les targets qu'on reverra peut-être tout à l'heure, fait que nous sommes de plus en plus dépendants des autres. On est tellement dépendants que finalement, les entreprises françaises, au lieu d'essayer de résister en France, vont dans les pays étrangers. Ils investissent en Chine. En 20 ans, les entreprises françaises ont investi 600 milliards de plus, dites-vous, oui, à l'étranger. C'est-à-dire que ce déficit de 600 milliards, si je reprends Maurice Allais, ça fait 2 millions d'emplois perdus.
Voilà. Alors, ce qui est curieux, c'est que les économistes dans le vent, le mainstream et compagnie, ne parlent jamais de ce déficit-là. Ils nous parlent toujours des IDE, des investissements directs qui sont faits par l'étranger en France. Oui, on est très contents. En nous disant c'est merveilleux, formidable, il y a des infrastructures, il y a des gens bien formés, il y a des universités, et tout le monde vient chez nous pour investir. Sauf que la balance, c'est... Ben oui, ils ne parlent pas de la balance, je crois. Voilà. C'est extraordinaire. Effectivement, il y a des investissements en France. On va parler de Toyota, c'est formidable. Mais si on regarde les investissements étrangers en France et de France à l'étranger, je vous dis 600 milliards. Et d'après Maurice Allais, les chiffres n'ont sans doute pas changé. D'ailleurs, de la marche, on reparle. Oui, absolument. Oui. Ce déficit structurel, c'est la désindustrialisation, c'est pas facile à dire, désindustrialisation, et aussi le chômage plus important, une dépendance plus importante. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, sans doute en jouant contre les délocalisations, en essayant de localiser davantage certaines industries, mais c'est une volonté politique, ça va prendre 20 ans. Là, depuis 20 ans, on a laissé faire, en préférant sauver l'euro que sauver l'économie et l'industrie. Le quoi qu'il en coûte de Emmanuel Macron pour sauver l'euro, justement, ça coûte combien au final? Alors, c'est mon hasard. J'ai étudié tous les chiffres depuis 5-6 ans. En 2020, la Banque de France... C'est Draghi, pardon, le quoi qu'il en coûte. Oui, mais Draghi a commencé le quoi qu'il en coûte en 2015 par 80 milliards d'euros par mois. Ça fait vite 1000 milliards. Il a un peu baissé, mais depuis mars 2015 jusqu'en 2018, il y a eu entre 60 et 80 milliards injectés par la BCE dans le fameux assouplissement monétaire. Voilà, l'assouplissement monétaire qui consistait en fait à ce que la BCE ou ses filiales, ses succursales, ces banques, ces succursales, ces banques vassales, voilà, se transformaient en bas de banque, et ça je démontre en 2020. La Banque de France est une bad bank. La Banque de France a racheté plus de 200 milliards de créances douteuses aux banques commerciales. Donc, son bilan est bourré de créances. Oui, tout à fait. Alors, on reviendra peut-être sur la question des dettes publiques. Pour moi, les dettes Covid sont des dettes qui ont été faites. Notre créancier, c'est la Banque de France. Donc, si on reprend la main sur la Banque de France, ça n'a pas d'importance. En revanche, toutes les autres dettes, ça, il faut les payer. Les dettes publiques créées en 2020, on peut éventuellement se passer de les rembourser, sauf que, et là je le dis à propos de l'inflation, il y a la valeur de la monnaie est compromise, a diminué de 33% par rapport à... Alors ça ne se voit pas, on ne va pas dire qu'il y a eu une inflation de 33%, mais ces tensions inflationnistes, il va bien falloir un jour qu'elles s'expriment. Mais est-ce qu'elles ne s'expriment pas déjà dans la sphère de la finance? Bien sûr que si. Avec les marchés boursiers. Bien sûr que si. Et puis bien sûr l'immobilier. Bien sûr que si. Mais vous dites d'ailleurs que cet échange inégal ne profite qu'à la sphère financière. Oui, parce que on aurait pu imaginer, là je reparle des 490 milliards injectés par la Banque de France et les 270 milliards donnés par ce cher Bruno Le Maire à l'économie française. Mais en fait, au titre du Covid. Voilà. Mais en fait, sur ces 250 ou 270 qui étaient annoncés, il y en a moins de 100 qui sont arrivés dans l'économie réelle. Et le reste, il est dans les banques et n'a absolument pas servi à relancer l'économie française. C'est pour ça que je dis, les banques se sont enrichies. Elles ont augmenté leurs réserves 3 à 4 fois plus que les autres agents économiques en 10 ans. Voilà. Et ça, c'est... Ils se servent. Les réserves des banques commerciales sont passées de 450 milliards fin 2019 à près de 1000 milliards fin 2020. Alors pourquoi dit-on que
elles sont en situation difficile parce que à la fois leur réserve a augmenté tout et à fait. puis elles sont. Alors, il y a notamment le fameux effet de levier. Oui, alors j'ai écouté avec intérêt Jean-Pierre Chevalier. Voilà. Voilà. Pour lui, les banques seraient en situation très difficile si on provisionnait les créances douteuses. Voilà. Alors, les créances douteuses, déjà, elles ne provisionnent pas, et en plus, on en a refilé déjà de 200 milliards à la Banque de France. Banque de France, ouais. Donc, je pense qu'ils sont, si la comptabilité était transparente, les banques seraient en situation très difficile. Et c'est sans doute pour cela qu'on ne leur impose pas la vérité des comptes. Et c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse simplement à leur bilan officiel. Et dans leur bilan officiel, effectivement, ils ont amélioré leur bilan, a priori de 30% en un an. Donc c'est artificiel, complètement artificiel. Ces règles dont on parlait aussi avec Jean-Pierre Chevalier, prudentielles, en fait, elles ne sont que pour les moyennes banques. Ces règles, les grandes banques, ces règles prudentielles, elles s'en moquent totalement. Je vous laisse ce jugement. Je ne veux quand même pas être pendu sur la place publique. Oui, non, mais c'est sûr que les 4 ou 5 grandes banques que j'ai regardé leur bilan, il y en a 2 ou 3 qui essayent d'être un peu plus. Voilà, oui. Mais ce n'est pas la majorité. En plus, rien que le fameux ratio de solvabilité, une entreprise aurait le même ratio de solvabilité, il se retrouve à la rue. Donc, il y a des gentillesses, une bienveillance de l'État envers les banques commerciales qui... c'est comme ça que le système bancaire tient. Et cette masse monétaire que les banques commerciales créent, vous le dites, elle est passée de 745 milliards d'euros à 1207 milliards, alors que le PIB a régressé dans le même temps, la même année, de 220 milliards. Voilà. C'est ça. Le PIB 2000... La masse monétaire augmente, mais la production descend. Donc, si jamais cette masse monétaire se retrouvait dans l'économie réelle, ce serait une inflation terrible. Donc, finalement, qu'est-ce qui est augmenté? Quelle est la hausse de prix? C'est 43% sur la bourse et c'est 56% dans l'immobilier. Oui. Donc, cet argent pourrait servir, ça va quand même dans les poches de certains, mais, disons que les dépôts à vue ont augmenté eux aussi. C'est d'ailleurs la seule chose que regarde Bruno Le Maire. Il dit, regardez, vous avez 200 milliards d'économies de plus qu'avant. Alors, effectivement, les dépôts à vue ont augmenté de 200 milliards, mais ils n'ont pas pu être dépensés. Et donc, mon idée, c'est de dire, on va éventuellement faire un emprunt auprès de ces gens-là. Oui, vous le suggérez, un grand emprunt. Voilà, un grand emprunt. Des Français. Voilà. Oui. Mais à condition que ce grand emprunt ne reparte pas dans la sphère financière et qu'il aille faire des investissements. Ça sera sur des investissements en France, uniquement sur des projets considérés comme essentiels par la France, par les Français. Alors vous dites, les dettes jugent de paix pour départager protectionnisme et libre-échange. Alors, nous allons faire une petite pause, mais j'aimerais que vous répondiez à la question juste après la pause. Alors, avec notre ami Bruno Le Maire, ce que tout politique doit connaître en économie pour redresser la France. Il y a du travail, mais ce juge de paix là dont nous parlions, les dettes, pour départager protectionnisme et libre-échange, parce qu'il y a une situation très curieuse en Europe. On voit que l'Allemagne est excédentaire sur la France, elle est excédentaire sur l'Italie. Les banques françaises vont moins mal que les banques italiennes, mais les Italiens sont plus performants à l'exportation, et pourtant ils ont des targets extrêmement négatifs. Alors, il faudrait peut-être expliquer ce que c'est que le target. Ici, nous avons reçu Benoît Brousseau, le défunt Benoît Brousseau, qui nous a expliqué ce phénomène, mais c'est pas mal de le répéter quand même. Oui. J'avoue que c'est grâce à lui et à ce que disait Asselineau que je me suis intéressé au target. Parce que je me souvenais du débat terrifiant entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en 2017, où les deux avaient dit d'énormes bêtises, mais Marine plus encore. Jusqu'à ce que je comprenne que finalement... Il n'avait rien compris. Oui, parce que... on parle de l'euro comme monnaie unique. Non, c'est une monnaie commune. Alors, très intéressant, ça, ce que vous dites. Et pourquoi? Ça se démontre en 20 secondes.
Il n'y a pas une seule banque centrale, il y a 19 banques centrales. Oui, le SBCE, le système de banque centrale européenne. Le système européen de banque centrale, il y a 19 banques, et celles qui émettent la monnaie, sous condition de la Banque centrale européenne, ce sont ces banques-là. Et les banques commerciales françaises ne relèvent pas de la Banque centrale européenne, mais de la Banque de France. C'est-à-dire que les problèmes, quand je crois que vous êtes au Crédit Lyonnais et vous à la BNP, quand vous faites des chèques, si les banques, comment elles font? Elles compensent au niveau de la Banque de France et pas au niveau de la Banque. Bien sûr, elles compensent sur le compte ouvert sur les livres de la Banque de France. Voilà. Et donc, le mécanisme de target, c'est pour les échanges internationaux, lorsque la banque, on va dire la Deutsche Bank et la BNP ont des clients et des communs, enfin des clients qui échangent entre eux, on va régler ça. On peut pas. Il y a pas. La seule façon de régler ça, c'est pas uniquement par la Banque de France et la Banque d'Allemagne, mais il faut que ça se voit quelque part. Et ça se voit comment? Par les histoires de target. Ces targets n'existeraient pas si la monnaie était unique. Voilà. Et ce qui me permet de dire plusieurs fois qu'en fait, l'euro français et l'euro allemand sont différents. Donc il y a des euros allemands et des euros français. Oui. L'euro français disait tout à l'heure, notre invité, qu'il allait diminuer de 33%. Oui, si effectivement on mettait tout sur la table, la valeur réelle de l'euro français est inférieure à la valeur réelle de l'euro allemand. Sauf que pour l'instant, la parité dans de 1 pour 1, ça se voit que dans les phénomènes de target. Et c'est comme ça que l'Italie, pas un phénomène bizarre, parce que je pense que les marchés financiers ne font pas confiance à l'Italie alors que sa situation est plutôt meilleure. Mais il est possible aussi que ce soit parce que l'Italie a dit qu'elle avait moins confiance en l'euro. Les Italiens ont parfois dit on a envie de quitter l'euro. Ils ont failli sortir. Oui, pas la France, ce qui fait qu'ils sont punis peut-être. Parce qu'ils ont créé des bons du Trésor monnayables qui pouvaient circuler il y a 2 ans, à l'époque les mini-bots. Mini-bots, voilà. Bon, et là c'était quasiment se dérober au circuit de l'euro. Ouais. Alors, juste, on va rester 2 secondes sur les targets, parce que le mécanisme des targets est extraordinaire pour le Luxembourg. Le Luxembourg, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit un grand pays. La grande machine à laver. Eh bien, le bilan de la Banque du Luxembourg est de 600 milliards. Or, ces targets représentent presque les 2 tiers. C'est-à-dire qu'en fait... Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que M. Pierre ou M. Olivier, quand ils ont de l'argent en Italie, vont le placer au Luxembourg. C'est-à-dire qu'il y a une fuite... C'est un paradis fiscal, oui. Oui, mais... C'est un paradis fiscal, mais on pense que le franc, l'euro luxembourgeois vaut plus que l'euro italien. Et on le voit. Donc les euros italiens partent au Luxembourg. Voilà. Parfois, ils passent par l'Allemagne, et l'Allemagne place aussi le Luxembourg parce qu'ils avaient un peu trop de target, donc ils ont voulu les placer ailleurs. Donc, alors, il faut dire à nos téléspectateurs que target, ce sont des créances pour les Allemands. Voilà. Des créances qui sont issues des échanges extérieurs, et qu'au contraire, pour les autres, ce sont des dettes. Tout à fait. Voilà. Il y a les fameuses liabilities et les assets. Voilà. Mais est-ce que ça ne pose pas un problème à l'Allemagne elle-même, ça? Parce qu'on a vu que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe... Ça pourrait. C'est-à-dire que pour l'instant, ce sont des pseudo-dettes et des pseudo-créances, parce qu'aucun mécanisme n'exige de les solder. Oui, c'est ça. Et ça, si la BCE décidait de le faire... Alors, juste sur l'échange inégal, je pense que les dettes montrent justement que le libre-échange, lorsqu'il y a un échange inégal au niveau financier entre 2 pays, ça ne peut pas durer. Pour moi, l'échange inégal, les flux financiers non équilibrés, montrent que le protectionnisme devrait être réhabilité dans certains cas, et le libre-échange devrait être réhabilité dans certains cas. D'où
ma référence à la fameuse charte de la Havane, Voilà. où normalement 48. un pays qui exporte trop devrait être puni. Oui, mais alors justement, autrefois, il existait un système qui punissait le pays qui exportait trop. C'est tout simplement le marché d'échange. C'est-à-dire que sa monnaie Oui, s'appréciait parce qu'elle était désirée. Tout à fait. Et comme sa monnaie s'appréciait, Voilà. ses prix augmentaient et sa compétitivité Il y avait ce phénomène de régulation. rééquilibrage, mais bon, qui était un peu entaché par le fait que les banques nationales jouaient parfois sur les taux de Dévaluation. change, le fait aussi que la monnaie mondiale soit le dollar, Oui. ça aide pas. Hein. Mais avant l'OMC, hein, je crois que ça s'appelait l'OIT, L'Organisation internationale du commerce, OIC. les déficits étaient moins importants et lorsqu'un pays était trop exportateur, il y avait des corrections de ce côté-là. Sur la monnaie. Sur la monnaie, éventuellement aussi au niveau des échanges politiques. On comprenait. L'Allemagne, par exemple, l'Allemagne n'était pas excédentaire par rapport à la France. Oui, c'est ça. Et ça se faisait. Alors, je ne sais pas s'il faut revenir à cela, mais ce qu'il faut faire, j'ai 2 ou 3 solutions de protectionnisme. Le meilleur protectionnisme, en fait, serait de rétablir des droits à l'importation, comme il y a des droits à la pollution, des droits carbone. C'est-à-dire que La taxe carbone. la taxe carbone, Ouais. il devrait y avoir une taxe à l'importation, c'est-à-dire que les entreprises françaises qui exportent devraient avoir un bonus qu'ils pourraient éventuellement revendre sur un marché aux entreprises qui importent trop. C'est pas plus compliqué que l'histoire des taxes carbone. Et d'ailleurs, c'est pourtant un capitaliste qui l'avait suggéré, c'est Warren Buffett. Avec suggéré. Ça n'a pas plu, donc on a enterré ça. Donc les droits payés par les exportateurs performants seraient reversés aux... Non, c'est ça. Les droits, non, plus exactement, les entreprises importatrices pourraient acheter des droits aux entreprises exportatrices. D'accord. Okay. Un peu comme si la France était un seul pays d'import-export, en fait. Si c'était une entreprise d'import-export, donc ça favorise l'entreprise qui exporte à des droits qu'elle peut revendre aux importateurs. Ça, c'était la solution la meilleure. J'ai aussi parlé de la taxe à récupérer, mais ça c'est... La TVA. Oui, la TVA à récupérer. Alors ? Là encore, en tant qu'entrepreneur, vous avez 20% de TVA, bon, vous la récupérez normalement. Mais si vous êtes importateur, vous la récupérez moins. 10% seulement. C'est ce que vous suggérez. Voire moins. Voire moins. Oui, d'accord. Voire beaucoup moins. Oui, mais attendez, il me semble que M. Barr disait de la TVA qu'elle était délicieuse, indolore et protectionniste. Et non, elle n'est pas protectionniste du tout. Si, parce qu'elle n'est pas payée par l'importateur. Oui, mais en fait, entre un importateur de t-shirts chinois et un fabricant français de t-shirts, il n'y a aucune chance que... Bon, en revanche, si l'importateur qui vend à 100 €, et donc il y a 20% de TVA à récupérer, si il ne peut plus le récupérer, éventuellement l'entreprise française qui vend à 120 peut s'en sortir. Donc c'est une façon un peu machiavélique de empêcher les entreprises importatrices de trop faire. Mais je crois plus, on n'en a peut-être pas parlé, je crois plus que l'État a un rôle très important à faire on parlait tout à l'heure de l'emploi. Il y a un rôle fondamental sur la mobilité du travail. Alors justement, sur l'emploi, est-ce qu'on peut évoquer ce qu'a mis en place le gouvernement avec son plan de relance? Qu'est-ce qui s'est passé entre avril 2020 et avril 2021? Je dis en postface, rien. Il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de permettre on a permis aux entreprises de survivre et certains entrepreneurs ont même plus gagné pendant la crise du Covid, pendant le confinement, qu'autrement. Au lieu de tout faire pour comprendre pourquoi il y avait des problèmes d'emploi, pourquoi il y avait des problèmes de mobilité, pour moi, je le dis en plaisantant, il faudrait non pas construire les villes à la campagne, mais reconstruire des sites de production à la campagne. Et ça, c'est avec
sur les bassins d'emploi. Pour une fois, peut-être que les régions, auxquelles je crois plus aux bassins d'emploi qu'aux régions. Les régions sont beaucoup trop grandes, beaucoup trop importantes. Mais là, il faut favoriser le déplacement, favoriser, je dis... La formation aussi, peut-être. La formation, l'instruction, les crèches ou les aides familiales aux femmes qui travaillent, parce que sinon... Il y a des tas de gens qui voudraient éventuellement changer d'emploi, mais s'ils vont à 200 km, leurs femmes restant au même endroit, c'est impossible. Donc c'est tout ça. On n'a pas pris en compte le fait qu'on n'était pas aux États-Unis, que les Français ne se baladaient pas en mobil-home, mais étaient enracinés. Et donc cet enracinement, il faut les aider éventuellement à les déplacer un peu, mais à comprendre que les entreprises ont besoin, il faut qu'elles viennent aussi... Et Charles Sana, qu'on évoquait tout à l'heure, lui, que vous citez dans votre ouvrage, parle de double hold-up pour l'Europe. Ah oui. En fait, ce double hold-up, il vient... Bon, je ne veux pas déformer la pensée de Charles Sana, mais il vient du fait qu'on a donné de l'argent au lieu de permettre aux entreprises françaises de se développer. On va permettre à des gens d'acheter encore plus à l'étranger, et en augmentant les bénéfices ou la rente des boursicoteurs et des banquiers. Donc ce double hold-up... C'est bingo pour les marchés financiers et pour la Chine. Voilà. Et oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Alors, il y a, vers la fin de votre livre, vous suggérez 6 mesures que tout président devrait prendre s'il avait véritablement à cœur le bonheur de la France et des Français. Oui. Alors, juste un bémol, sachant que l'économie, c'est très important, mais le problème le plus important encore, c'est la politique. C'est la civilisation. C'est la civilisation. C'est le problème civilisationnel. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas candidat à la présidence. D'accord. Je m'occupe d'économie. C'est quelque chose de très important, mais moins que les problèmes civilisationnels. Alors, vous pensez établir pendant 2 ans une forte taxation sur les gains réalisés en action. Oui. Ça ne va pas plaire aux actionnaires. Non, mais quand vous pensez que 44% que la bourse a augmenté de 44% pendant le Covid, c'est ignoble. C'est ignoble. Bon, mais attention, ce n'est pas perdu. Ces sommes collectées servent à verser une prime bien sûr. À tous les salariés et petits patrons, moins de 5 employés. Au malgré eux. Voilà. Ah oui. Ça j'avoue que j'étais assez content de cette trouvaille. Ayant été empêchés de travailler, dites-vous, par des décisions gouvernementales. Et là, ce sont vraiment les gilets jaunes auxquels je pense. Les malgré eux. Il y avait les malgré eux mosellois pendant la guerre de 40-45 qui étaient obligés d'aller se battre pour l'Allemagne. Là, il y a les malgré eux qui veulent travailler et qu'on empêche de travailler. Mais hélas, je crains qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie de travailler. Ben c'est ça, c'est qu'on prend de mauvaises habitudes. Ah, tout à fait. Je vous dis, quand pas des petits patrons, mais des restaurateurs disent « j'avais 3 restaurants », finalement, j'ai moins d'embêtement. Pendant le confinement, j'ai reçu de l'argent. J'avais pas mes stocks à gérer, j'avais pas mes employés à gérer. Les employés, eux, j'étais peut-être pas dans le même cas, mais... Ah oui. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de l'état de l'endettement post-Covid de la France quand on voit les taux d'intérêt nuls, voire négatifs? J'ai dit, je crois, en fait, sur les 450 ou 500 milliards de dettes supplémentaires, il faudrait s'inquiéter si les créanciers étaient, vous et moi, et plus encore, des pays étrangers. Mais les créanciers, c'est la Banque de France. Mais vous dites toutes les créances ne sont pas forcément à honorer. Non, toutes les dettes, pardon, excusez-moi. Certes, beaucoup de dettes sont à honorer, mais pas les dettes qu'on a consacrées auprès de la Banque de France. En revanche, ce gel des dettes ne va pas geler la monnaie. La monnaie, hélas, elle ne va pas. D'habitude, quand on émet la monnaie, on espère pouvoir la rembourser. Là, elle ne sera jamais remboursée. C'est-à-dire qu'il y a 450 ou 490 milliards de plus qui se baladent. Pour l'instant, ça se balade en bourse, ça se balade dans les
dans les banques et ça se balade aussi, comme je l'ai dit, dans les dépôts à vue. Et si ça vient dans les économies réelles, ça va faire de l'inflation. C'est pour ça que je souhaite que sur les dépôts à vue, il y ait un emprunt de 250 milliards Voilà, que vous avez signé. pour justement financer la réindustrialisation, pour financer Et éventuellement... vous pensez que les Français seraient intéressés d'investir, de prendre des créances? Intéressés, je ne sais pas, on peut peut-être les fouetter. Non, mais c'est un problème. Il y a eu des emprunts qui ont été faits du temps... Pinet. Oui. Il faut que ça soit Barre. crédible, il faut que les gens comprennent pourquoi on fait ça. Entre rembourser la dette, ce qui va nous coûter 70 ans pour le faire, ou bien dire, écoutez, on peut éventuellement, avec cet argent créé, on va l'investir proprement sans demander à l'Europe de 40 milliards et en remboursant 80. Là, c'est de l'argent qui a été émis par la Banque de France, faisant en sorte que les Français s'en sentent responsables. Et pour cela, effectivement, il faudrait que cet emprunt soit destiné uniquement à des entreprises françaises, des PME ou des entreprises qui... Préférence nationale. Voilà. Non, mais sans préférence nationale, ce que je dis n'a aucun sens. Est-ce que l'Europe ne nous interdirait pas cet emprunt indigène, si je puis dire? C'est pas des dispositions... Pour l'instant, l'Europe, enfin l'Union européenne, a jeté tous les fameux 3%, les fameux 80%, 100% là-bas. Bon. Donc, profitons-en. Pour moi, l'Union européenne, j'étais un fervent partisan du Frexit. En fait, je pense que déjà, il faut retrouver la souveraineté sur nos lois. C'est-à-dire que la CEDH, je ne veux plus en entendre parler, il ne faut plus en entendre parler. L'Union européenne va essayer, effectivement, de dire c'est pas possible. Sauf que, la Banque de France a émis 600 milliards alors que l'Italie n'en a émis que 250, donc elle est déjà privilégiée. En plus, elle a pour l'instant des soldes target bénéficiaires. Elle est en bonne position pour imposer ça. Mais il est évident que l'Union européenne, surtout l'Allemagne, ne va pas être très contente. Mais bon, est-ce qu'il s'agit de faire plaisir à l'Allemagne Surtout pas. Ou plaisir aux Français? La question est là. Voilà. Eh bien, ça pourrait être une conclusion toute provisoire, bien entendu, oui. car il y a tellement de choses dans votre livre, oui, c'est d'une regrette telle d'avoir mis abondance. trop Mais non, de choses. pas du tout. Non. C'est qu'il est riche, il est plus riche que nous le sommes tous. Et il est pédagogique aussi. Il est très pédagogique. Je le conseille vivement, non pas aux hommes politiques qui se présenteront au suffrage des Français, mais au moins à nos téléspectateurs. Ce que tout politique doit connaître en économie pour redresser la France. TheBookEdition.com, Bruno Le Maire. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir invité, puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, avant que je n'atteigne 500 000 exemplaires avec ce livre. Voilà. J'y crois moyennement. Pour l'instant, j'ai une famille nombreuse, heureusement. Qui sait, mais vous n'êtes pas chez Albin Michel. Je ne suis pas chez Albin Michel, non. Mais au moins, je suis libre. Au moins, je suis libre de ce que j'écris. Voilà. Et merci de m'avoir reçu. Merci. Et je vous souhaite le plus de réussite possible avec TV Liberté, qui est vraiment la chaîne qu'il faut avoir en direct ou pas dans son salon. Eh bien, je ne suis pas payé pour dire ça. Ça nous fait très plaisir ce que vous venez de dire. Et chers téléspectateurs, alors n'oubliez pas d'aider TV Liberté si vous le pouvez. Et en tout cas, à très bientôt. Au revoir Pierre. Au revoir Olivier.